coin. Beaucoup ont été libérés de prison après la chute de Ben Ali. Les accusations, il les réfute en bloc. Tout ça, ce sont des ragots, des faux témoignages. Ça ne nous étonnerait pas que ces gens se blessent eux-mêmes pour prétendre que ce sont les salafistes qui ont fait ça. Pourtant, les témoignages sont nombreux et précis. Ce bâtiment de l'ancien régime détruit pendant la Révolution servirait ainsi de prison et de tribunal à la police des mœurs. Les salafistes nient. C'était un bordel ici, des hommes venaient se saouler. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des portes et on a fermé. Le cas de Sejnen reste isolé, mais les salafistes sont présents partout en Tunisie. Ils ont désormais leur mosquée, leurs propres écoles coraniques et n'hésitent pas à réclamer une Tunisie plus islamique. C'est le cas à l'université de Tunis. D'un côté, des étudiants salafistes, en face, les autres qui leur demandent de dégager. Les salafistes demandent des salles de prière au sein de l'université et le droit pour les filles de porter le niqab. Pourquoi on parle de démocratie lorsque nous on demande quelque chose qui est de notre religion, là ça ne devient plus de la liberté et de la démocratie? Deux visions de la place de l'islam dans une Tunisie qui découvre ses fondamentalistes. C'est des choses qui n'existaient pas du tout et on est surpris parce qu'on découvre nous-mêmes qu'on a ces idées en Tunisie en fait. Face au phénomène, le nouveau gouvernement tunisien, islamiste modéré, oscille entre prudence et ambiguïté. Les courants salafistes peuvent devenir dangereux si on ne les traite pas comme il faut. Mais on ne veut pas de confrontation et de violence avec eux, puisque nous la refusons de leur part. La solution, c'est le rapprochement et le dialogue. Les intégristes salafistes font sans doute partie des plus grands bénéficiaires de la révolution tunisienne. Ils ne se cachent plus et cherchent désormais à gagner du terrain dans une société où ils restent encore très minoritaires. Robert Solé, c'est la nouvelle confrontation au sein des sociétés arabes aujourd'hui? Je ne dirais pas salafiste contre les autres, c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'il y a une... Pour simplifier et schématiser à l'extrême... Pas trop quand même. Commençons par schématiser, ensuite on nuancera. Mais il y a vraiment deux positions face à face. Ou bien on veut une démocratie ou une théocratie. Voilà comment se présentent les choses aujourd'hui. Alors dans le camp de ceux qui veulent... Mais quand vous avez des élections et une partie de la population qui vote pour une tendance théocratique, comment on fait? Oui, mais elles votent pour des raisons profondes. D'abord parce que ce sont des sociétés religieuses. Je prends le cas de l'Égypte. Non, mais je sais pourquoi ils votent, mais vous dites que le choix est entre théocratie et démocratie, alors que dans le cadre démocratique, on vote pour des personnes qui souhaitent que la religion ait un rôle majeur. Dans une certaine limite, sans très bien savoir où on va, avec un camp, disons, théocratique, pour dire les choses simplement, qui lui-même est divisé. Il est divisé. Alors il y a les salafistes, en effet, qui font office d'épouvantail en ce moment, et puis il y a ceux qu'on appelle les islamistes modérés. Divisés certes, mais avec une vision sociétale, avec une vision de ce que mais tout ce camp a le même objectif. Le même objectif, c'est d'islamiser davantage des sociétés qui le sont déjà trop. Qui le sont déjà trop. La religion occupe une place démesurée dans les constitutions, dans la pratique quotidienne, et ils veulent aller encore au-delà. Alors certains veulent aller tout de suite, ce sont les salafistes, d'autres prennent beaucoup de temps, ce sont ceux qu'on appelle les islamistes modérés. Alors Alain Dikoff puis Antoine Sfer. Moi je pense que ce qui est aussi, ce qui est, je dirais, inquiétant, c'est qu'ils veulent aller plus loin que simplement islamiser la société, qu'il l'est, comme vous l'avez dit, déjà en très large mesure, il veut aussi islamiser l'État. Et là, évidemment, ça pose beaucoup plus de problèmes parce que... Quand vous dites islamiser la société, qu'il est déjà... Le reportage qu'on vient de voir montre qu'il y a quand même plusieurs... Oui, enfin, là, je crois qu'on parlait plutôt, on avait plutôt en tête le cas égyptien. Oui, c'est vrai que le cas tunisien est très différent, mais je vous l'accorderai, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et là, on est plus, on le voyait très bien dans les images, on est plus dans une logique... Le cas égyptien, il y a quand même 10 millions de Coptes aussi. Oui, bien sûr. Et une partie de la population qui est occidentalisée, qui a évidemment les
les écoles françaises. Mais il est indéniable que, y compris, d'ailleurs, ça a été un jeu à la fois de Sadat et là je parle de l'Égypte, évidemment, de Sadat et de Moubarak, ils ont aussi, dans une certaine mesure, encouragé cette islamisation de la société, parce qu'ils y voyaient un moyen aussi que les gens se tiennent tranquilles. Hein. C'était une logique quiétiste. Ils ne faisaient pas trop de politique, en tous les cas au départ, c'est ce qu'ils pensaient, sauf qu'après, ça se retourne souvent contre eux. Ça, c'est un phénomène assez connu. Donc, si vous voulez, la réalité est indéniable. Je dirais que sociologiquement, on ne peut pas nier que la présence du religieux en Égypte, encore une fois, que je ne parle pas de tout, mais en Égypte, soit aujourd'hui, ait été, même avant la Révolution, beaucoup plus forte qu'elle ne l'était dans les années 70. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, si vous voulez, ça, c'est une réalité. Donc, à part la différence, avoir un Parlement qui est constitué de cette tendance-là, qui va voter des lois, qui va influer sur les orientations quotidiennes de la population en termes politiques avec ce fondement religieux, c'est un peu différent. Ben voilà, c'est pour ça que je vous dis, l'enjeu, c'est l'islamisation de l'État. Voilà, parce que si c'est l'État lui-même qui, comme il est investi en partie, comme on commence à le voir en tous les cas, par des groupes islamistes, par des partis islamistes élus démocratiquement, ça c'est tout à fait vrai, eh bien, bien évidemment, la répercussion, elle se trouvera aussi au niveau des libertés individuelles, des droits respectifs, éventuellement des minorités. Bon, parce que sur ce point, par exemple, les frères musulmans sont très loin d'être clairs sur la position que les minorités auraient dans un État qui assumerait son islamité de façon plus forte. Donc ça, c'est évidemment un enjeu. Alors le cas tunisien, il est en effet différent parce qu'il y avait un processus de modernisation sociale qui est indéniable et les images le montraient très bien. Là, on n'est plus dans une logique où on voit ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le référent de l'Allemagne du 19e siècle, un Kulturkampf, c'est-à-dire une lutte entre ceux qui étaient déjà laïcisés et qui veulent défendre, on le voyait avec les femmes, c'est un enjeu extrêmement important, d'un côté, et les autres qui veulent justement, eux, affirmer une islamité qui a été, ça c'est indéniable en Tunisie, en tous les cas, extrêmement contrôlée, voire réprimée. Réprimée, oui, tout à fait. Antoine Sfer. Je pense qu'on fait utilisation de mots. Aujourd'hui, la démocratie est réduite à la loi du nombre. Et vous l'avez bien dit, et je crois que c'est très important. Hitler est arrivé, alors à ce moment-là, démocratiquement au pouvoir en 1933, ce qui est déjà gênant de le dire. Enfin, loi du nombre, organisation d'élections, des tendances loi de partis, du nombre, etc. élections libres, tout ce que... Mais réduite à la loi du nombre, alors que la démocratie, c'est autre chose quand même, il faut quand même le préciser. Aujourd'hui, moi j'ai été frappé de voir en Égypte laïcité, le mot laïcité sur les murs, j'ai été frappé, et ça c'est important de voir la République. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que la révolution arabe a commencé à Téhéran, au lendemain de l'élection présidentielle forcée d'Ahmadinejad, où les jeunes disaient République, République, ni islamique ni libérale, mais République. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, je crois que c'est ce qui est important. Il faut quand même rentrer dans les détails. Aujourd'hui, le fait que diaboliser les salafistes permet de banaliser les islamistes. Or, les islamistes, c'est exactement la même chose. C'est réislamiser le champ social, le champ judiciaire, administratif. Donc l'État, donc l'administration, mais également le champ politique. Alors, islamiste modéré, ça ne veut rien dire. Les champs politiques et les champs économiques de la société. Et en Égypte, par exemple, le grand débat se tourne autour de l'article 2 de la Constitution. Vont-ils le garder ou pas? C'est-à-dire le Coran et la Sunna sont source de législation. Dans le pays. Les sources principales de la... C'est ce que demandent les islamistes tunisiens, d'instaurer dans la constituante, alors que la Tunisie est un pays arabe à majorité musulmane dans la constitution jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui risque d'arriver en Syrie, même si on donne l'impression d'ajouter l'épouvantail. Non, c'est des enjeux réels. C'est vrai. Je voudrais simplement relativiser une chose. Quand on dit victoire islamiste, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, il ne faut pas oublier que les pouvoirs qui ont été renversés avaient tout fait pour qu'il n'y ait en face d'eux que les islamistes. Donc je pense que ces élections ont été faussées de ce point de vue et que les prochaines élections, quand les islamistes auront été confrontés à des réalités économiques, parce que l'économie... À l'exercice du pouvoir, tout simplement. L'économie, on n'a pas beaucoup parlé d'économie, mais c'est essentiel dans tous ces pays, l'économie, le tourisme. Quand ils vont être confrontés à la rue qui a appris à prendre la parole, qui ne veut pas la lâcher, on verra dans 5 ans ce qui va se passer, parce qu'on n'a parlé que de choses très négatives jusqu'ici, mais il faut aussi souligner tout ce qui est positif depuis 1 an. Tout ce qui est positif, c'est une multiplicité d'initiatives, de groupements, d'associations nouvelles, qui ont du mal à s'organiser en partis politiques, mais qui font un travail social extrêmement important. Et puis,
le fait que les questions, on parlait de laïcité, sont désormais sur la place publique. On débat publiquement de la situation des Coptes, on débat publiquement de la laïcité, de la Constitution. Ça, c'est nouveau et c'est très important. Randa Kassis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec messieurs, mais aussi il faut préciser que l'expansion du fondamentalisme est due aussi à la rupture de communication entre les jeunes et les guides intellectuels et qui ont su que eux, les islamistes, ont su bien profiter de cette rupture et ils ont bien... les intellectuels n'avaient pas non plus la liberté de parole bien sûr, parce que qu'ils auraient pu avoir dans une démocratie. Il y a eu tout à fait normal avec ces régimes-là, il y a eu un vide politique plus... quelque part, voilà, que les intellectuels étaient dans un ghetto quelque part. Alors c'est pour ça, de toute façon, il y a eu cette rupture aujourd'hui. Mais il faut aussi préciser que l'Internet aujourd'hui est en train de réaliser quelque chose de très important. Aujourd'hui, avec l'immédiateté d'Internet, permet à ces deux de se communiquer ensemble et permet aussi aux laïcs arabes qui croient de toute façon aux droits de l'homme, qui lutte contre toute action basée sur l'asservissement de l'individu. Aujourd'hui, ils sont conscients de coopérer ensemble, de travailler ensemble et aussi de reconquérir ces jeunes, ces masses. Alors c'est vrai, il y a la question de l'immédiateté liée aux nouvelles technologies et à l'Internet. Mais en même temps, on ne peut pas, à travers la nouvelle technologie, changer la culture des gens, façonner leurs esprits, faire qu'ils aient lu énormément de livres. C'est compliqué avec Twitter. Oui, c'est vrai, mais il faut le dire aussi qu'il y a eu la censure. On a une censure quelque part sur les livres, sur la bibliothèque arabe, surtout. Il y a une censure de pensée. Donc disons que l'ère médiatique n'est pas celui forcément de la construction aujourd'hui, grâce à l'Internet, on arrive à s'échapper de cette censure-là et on arrive quand même à communiquer nos pensées et à répondre. Avec quelque chose d'assez paradoxal d'ailleurs dans certaines de ces sociétés, c'est-à-dire que l'ouverture sur le monde extérieur par les moyens de communication, télévision, Internet, etc., s'accompagne paradoxalement d'un repli identitaire. C'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas le décryptage de tout cela. C'est arrivé de manière extrêmement soudaine. Et oui, et c'est tout le problème de l'éducation dans ces sociétés. 40% encore d'analphabètes en Égypte, qui est une question centrale. Il va falloir reconstituer, refaire complètement le système éducatif. Et ça va demander du temps. Sur les aspects culturels qui vous sont chers, Robert Solé, on a appris par exemple la condamnation du grand acteur égyptien Adel Imam à 3 ans de prison. Ce qui est une absurdité totale. Adel Imam, c'est un grand acteur. Et c'est un avocat salafiste qui a réussi à convaincre une cour, un tribunal, lequel tribunal a cru devoir se mettre dans le vent et condamner Adel Imam. Mais c'est ridicule et c'est absurde. Oui, mais est-ce que justement ce n'est pas le début d'une tendance qui va toucher les arts, la création, la créativité? Et c'est ce paradoxe qu'on note, c'est-à-dire que la révolution a eu lieu... C'est une confrontation qui a commencé. On a vu l'autre jour en Égypte, au Caire, des milliers d'artistes, d'intellectuels descendre dans la rue préventivement en disant « attention ». Nous tenons à notre liberté. On assiste au début d'une confrontation. Parce qu'on a vu une grande créativité au moment de la Révolution. Oui, parce qu'on n'est pas passé en un jour, si vous voulez, du noir au blanc. Une société comme la société égyptienne, ça fait des années qu'elle évolue. Ça fait des années que les gens commencent à prendre la parole, que la presse commence à se libéraliser. On n'est pas passé d'une dictature à la liberté. Ça ne s'est pas passé en un jour. C'est le résultat de tout un travail. Ni en 18 jours, d'ailleurs. Oui, ni en 18 jours. C'est le résultat de tout un travail qui dure depuis plusieurs années. Cette composante, cette donnée islamiste avec l'aspect également salafiste, est-ce qu'elle va également changer les relations régionales, notamment avec, pour ce qui est de l'Égypte, le voisin israélien? Pour l'instant, c'est assez difficile de le dire, puisqu'ils viennent d'arriver et il faudra voir comment ils pourront peser sur le pouvoir. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, au niveau de leur rhétorique, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont extrêmement critiques sur, en particulier, le traité de paix israélo-égyptien de 1979. Pour moi, la question centrale sera
quelle sera la place de l'armée dans les années à venir. Si l'armée continue en Égypte à avoir un rôle relativement important, je pense qu'il n'y aura pas de menace fondamentale sur le traité de paix. J'ai l'impression que cette armée est soutenue justement par Israël pour rester au pouvoir, parce qu'elle est aussi un garant de cette stabilité, du respect des accords internationaux. Mais c'est certain que pour eux, c'est un garant d'une certaine stabilité, ça c'est évident. Ouais. Et donc tant que l'armée sera là, présente, je pense que sur ce plan précis, il n'y aura pas de menace. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a déjà des petits changements d'ores et déjà. Et le premier, alors ça c'est sur une échelle plus réduite, mais c'est quand même significatif, c'est la dégradation de la situation sécuritaire au Sinaï. Il y a un oléoduc qui amène du gaz d'Égypte en Israël depuis les années 80. Il a été saboté à plusieurs reprises. Oui, parce qu'il est fondé sur un contrat qui est, selon les Égyptiens, inégalitaire. Oui, alors il y a en partie ça. Il vend le gaz à un tiers de son prix à Israël. Mais le sabotage n'a rien à voir avec ça. Un contrat, ça peut se renégocier. Le sabotage est à l'évidence le fait d'éléments qui sont au Sinaï, de Bédouins et d'ailleurs d'une minorité palestinienne qui s'y trouve aussi, qui utilisent un peu une vacuité du pouvoir. Ils étaient déjà présents et actifs avant, il faut le dire. Mais ils profitent évidemment aussi de cette désorganisation de la transition pour marquer quelques points. Et ce point est quand même important, en tous les cas pour les Israéliens, 40% du gaz vient de cette source-là. Donc ça veut dire que ça a des répercussions immédiates pour eux. Donc là, il y a déjà un élément qui a changé. Deuxième élément, il est politique. C'est qu'on a bien vu que le nouveau pouvoir qui était en pouvoir de transition, et donc au cours de l'année écoulée, a changé son positionnement par rapport aux acteurs palestiniens. Parce qu'à l'époque de Moubarak, l'interlocuteur unique du côté palestinien, c'était Mahmoud Abbas, c'était l'autorité nationale palestinienne. Ça a changé. C'est-à-dire que... Avec quand même une volonté de réconcilier les deux, qui avait déjà été entamée. Oui, bien sûr, mais qui n'a jamais abouti. Les deux tendances palestiniennes. Qui n'a jamais abouti. Elle a abouti en 2011 parce que, justement, le pouvoir transitoire en Égypte a cherché à dialoguer avec l'ensemble des partenaires palestiniens, y compris le djihad islamique et le Hamas. Et alors, évidemment, dans un contexte régional aussi, où la Syrie rentrait un peu dans le background. Mais ça, c'est aussi un élément qui change un peu la donne, si vous voulez. La réouverture du point de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, tous ces éléments sont des signes que, quel que soit le poids que les islamistes, que les frères musulmans en particulier, auront dans la formulation de la politique étrangère, la politique étrangère, les relations, si vous voulez, égypto-israéliennes ne seront plus les mêmes à l'avenir. Ça me paraît une évidence. Robert Solé. Oui, Moubarak était important pour les Occidentaux parce qu'il était un médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens et un médiateur entre les Palestiniens eux-mêmes. Moubarak tombé, reste l'armée. L'armée ne veut pas faire la guerre à Israël, sait que ce serait catastrophique, il n'est pas question de remettre en question la paix. Mais on peut remettre en question le traité de paix, les modalités du traité de paix. Et là, être soutenu par l'ensemble quasiment de la population égyptienne, islamiste ou pas islamiste, qui n'en peut plus des humiliations subies que font subir les Israéliens aux Palestiniens, aux Arabes en général. Alors ils seront soutenus par la population, mais pour aller jusqu'où? Jusqu'à la remise en question de quelques modalités du traité de paix, des pressions sur Israël, mais pas la guerre. Pas la guerre. Oui, ça relèvera, ça s'articulera aussi sur le contrat de gaz, les éléments. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup régionalement, c'est un peu l'autisme des gouvernants israéliens par rapport à ce qui se passe autour d'eux. On dirait qu'ils sont dans l'attentisme. En même temps, la situation n'est pas très claire. On ne peut qu'attendre. En général, Israël anticipait. En général, Israël était le référent pour les autres populations. Même vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de toute la région. Je suis sidéré par l'absence d'hommes d'État en Israël. Où sont les Golda Meir? Enfin, je commence par une femme. Où sont les Golda Meir, les Abba Eban, les Moshe Dayan? Les Moshe Dayan étaient célèbres, avaient une autorité dans les pays arabes beaucoup plus importante qu'en Israël même. Où sont les Lévi Eshkol, les Rabin, même les Sharon? Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à des gestionnaires, comme si Netanyahou est un Américain qui vit en Israël. Il a vécu, c'est vrai, de l'âge de 7 ans à l'âge de 45 ans aux États-Unis, mais il n'y a plus ce... j'allais dire, Golda Meir avait l'habitude de dire,
le plus petit des chefs d'État arabes qui s'assierait avec nous à la même table, on court, on vole, on nage. Et là, on dirait qu'il y a un autisme total. Il y a un plan de paix arabe soumis par les pires, c'est-à-dire par les plus archaïques, les plus rétrogrades, les plus littéralistes, c'est-à-dire les Séoudiens. En 2003, ça fait 8 ans. Et c'est pas qu'il y a eu une réaction négative, même pas de réaction, rien. Et moi, j'ai très peur de ça. Enfin, je n'ai pas forcément envie de faire référence à une déclaration récente d'un homme politique français, mais est-ce que vous pensez, pour finir cette émission, qu'il y a des différences, en tout cas que toutes les civilisations ne se valent pas, Robert Solé, vu qu'on a parlé de modèles de société, de droit? Moi, je n'aime pas ce mot civilisation, je parle des cultures. Il y a des différences culturelles, il y a des confrontations culturelles entre les sociétés, et on l'a vu tout au long de cette émission, dans une même société, il y a des confrontations sur des idées, sur des principes, sur des modes de vie. Donc voilà, il y a un vrai débat. Mais je ne parlerai évidemment pas de civilisation. Qui sont plus longues sur l'histoire, oui. Alain Dikoff. Non, moi je crois que c'est aussi un débat qui est complètement faussé quand on rentre dans cette logique de civilisation. Mais par contre, pour moi, je serais absolument d'accord avec Robert Solé. Le point important, c'est les divisions qui peuvent émerger à l'intérieur des sociétés. Et on voit bien qu'elles émergent, alors évidemment de façon très variable selon les cas, parce que l'historicité des sociétés est tout à fait différente. Le rythme, le contact qu'elles ont pu avoir avec la modernisation a été très variable. Mais je crois que c'est ça le point important. Et c'est évident que c'est un des enjeux aussi de ces révolutions. Randa Kassis. Oui, c'est vrai qu'il y a des différences entre des cultures et dans la culture même. Mais je crois que si on arrive à dépasser ces différences, les différences entre individus, on arrive quand même à des valeurs qui sont quelque part universelles. Et pourquoi pas, peut-être un jour, nous arrivons quand même à raccourcir ces distances existantes qui séparent ces cultures. On va terminer avec le scepticisme d'Antoine Sfer. Oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est un discours que non, mais on peut s'accorder sur quelques valeurs communes. Non, mais attendez, c'est pas une mauvaise idée. Précisément, je crois que M. Guéant a utilisé à bon escient le mot civilisation. Il avait envie de provoquer, il a réussi. Mais la réaction est terrible. Ce qu'il a dit, c'est pas... Rappelez-vous quand même que Nicolas Sarkozy, au début de son quinquennat, a parlé de civilisation. Lui, il a dit entre ceux qui veulent un état de droit et ceux qui ne veulent pas. C'est vrai, je ne partage aucunement des valeurs avec les intégristes catholiques, les Lubavitch juifs et les fondamentalistes et intégristes musulmans. Aucune possibilité de partager les mêmes valeurs, premièrement. Moi, ce qui touche au fondement de la République, c'est-à-dire la citoyenneté, l'égalité, la solidarité et la laïcité, je n'ai pas de partage avec eux. Alors, ce sont des principes et pas forcément une civilisation. Non, bien entendu, on a dit ce qu'on a dit. Merci Robert Solé, merci Alain Dikoff, merci Randa Kassis, merci Antoine Sfer. Merci à vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre Toutes les France. Au revoir.